Hola, bon dia. Molt bon dia i moltes gràcies per haver vingut aquí aquest matí. Jo, en nom del Festival Grec, volia donar les gràcies a l'Oriol, a la Perla, a tot l'equip de la Perla per haver preparat aquest espai tan meravellós per aquesta conversa tan especial. També donar gràcies a l'Oficina del Quebec de Barcelona, que també ens ha ajudat a preparar tot això, i a tota la gent que han col·laborat a fer possible tant la trobada com, evidentment, l'espectacle que tinc aquests dies durant el Festival Grec. Jo no sé quants de vosaltres l'heu vist, l'espectacle. Si l'heu vist, doncs, evidentment, podeu entendre més coses del que dirà, i si no, ja sabeu que us convidem a veure el Teatre Lliure aquesta tarda, a les 7, el primer espectacle, i a les 10 l'altre. A més, us hem donat un petit vale perquè volem que la sala peti de gent. Si ja hi ha una voleu algú altre que hi vagi, doncs, sisplau, volem que sigui un gran èxit. Gràcies una vegada més. Ja li passo la paraula a l'Oriol, que m'ho dirà aquesta conversa. Gràcies. Gràcies, Cesc. Bon dia. Bonjour, així ho vaig dir. I Esther, que fa la traducció simultània. L'havíem fet simultània. Consecutiva. És només un moment, Jo estic molt content com podeu imaginar, estic molt content de tenir Wesley Mowatt aquí. Estic molt emocionat. Il est arrivé maintenant l'acteur qui faisait Anubis au cœur aussi. C'est là. Bienvenue, Waha. Aquí en aquesta sala hem fet incendis, que no vam estrenar aquí, que vam estrenar al Romea, però després vam fer aquí. Hem fet cels, hem anat a veure des d'aquí litoral, gravat al carrer mig litoral. Hem fet forests, boscos, hem llegit passatges d'ànima, hem fet un ús al cor, i maintenant on parle avec le théâtre. Podem parlar de teatre, de qüestionar d'això, preguntar-li coses de teatre, i el teatre és la seva manera de veure el teatre i la seva manera de la relació entre el seu teatre i els clàssics. Potser és una pregunta que li han fet molt sovint. Peut-être c'est la même question de toujours, mais peut-être c'est ça les classiques, les mateixes qüestions de sempre. També agraeixo molt la presència abans de començar de molts actors que han fet aquestes obres, i directors, ajudants de direcció, escenògrafs, dissenyadors de so, de vídeo i espectadors en general. Gràcies per venir. I al Teatre Grec, la Pilar, més coneguts del teatre de Wesley Mowatt. Doncs això, per començar, clar, és una conversa, però en el fons sabem que en el fons volem que parli més. Jo intentaré parlar de beaucoup, intentaré. I jo quan parli, l'Ester tradueix, i quan vagi parlant, l'Ester anirà parant perquè us vagi traduint a vosaltres. Això, jo la primera cosa que tenia ganes de dir-li en el Wesley és que realment quan llegeixo els seus textos acabo d'una manera com cansat de tantes coses que em venen al cap. Acabo cansat. I he de dir que m'agradaria molt algunes vegades arribar... A mi m'agradaria poder escriure com ell, inventar els mons o reinventar. El que m'agrada més és que vas veient coses en els seus textos que tens la sensació que havien estat també en altres textos, en altres obres, que d'alguna manera en tornen a prendre forma i són com monstres que apareixen davant teu. No sé si també tu has cette sessió quan tu écris de cansament, de dir, acabo d'explicar tot això d'aquesta manera, de cette belle façon, d'aquesta bonica manera que les expliques. Eh bien,
quelque chose que... Alors, je vais commencer pour répondre. Je vais commencer par évoquer une sensation que j'ai déjà évoquée, mais que je dois évoquer encore parce que depuis des années, je n'ai pas trouvé mieux pour raconter comment ça se passe, ce qu'on peut appeler l'inscription. On s'inscrit comme auteur, on s'inscrit à l'intérieur d'un mouvement qui est beaucoup plus ancien que nous, puisque un des premiers auteurs à s'être dit « mais pourquoi est-ce que je n'invente pas une histoire loin en me servant de ce qui a existé avant ?» est un compatriote à vous, Cervantes, qui, dans une première phrase, dans un village de la Manche dont je ne veux me souvenir du nom, vivait un homme. Voilà, c'est la première phrase du Cervantes. Et dans cette première phrase, Cervantes dit une chose, il dit quelque part, et c'est pas important de savoir où, puisqu'il dit je ne veux même pas me souvenir de ce nom, quelque part, quelqu'un lui est arrivé quelque chose. Et cette simple idée, contrairement à ce qui venait avant Cervantes, qui était la reprise d'histoire que l'on connaissait, où l'idée même d'inventer une histoire est un peu absurde. Aucun auteur classique grec n'a inventé une histoire. Ils se sont tous servis du même fond. Eh bien, à créer un chemin dans lequel, depuis, tous les auteurs s'inscrivent, et on s'inscrit. Alors, avant de vous raconter comment moi j'essaie de m'inscrire à l'intérieur de ce chemin, je vais laisser la Intentaré respondre intentant evocar una sensació que ja he evocat altres vegades, però m'agradaria tornar a evocar. I és explicar-vos per què crec que m'inscric en un camí concret com a autor, dins d'un moviment, dins d'un moviment que ja és més antic. No m'invento res, i de fet ja hi ha molta gent que ho ha dit, comencem per Cervantes, que va ser ell qui ens va dir, en algun lugar de la Manxa, cuyo nombre no quiero recordar. És a dir, ell mateix ja ens deia que ell parlava d'alguna cosa que ja havia passat en el passat i que, de fet, per tant, és una idea una mica absurda, perquè si ho pensem bé, tots els grecs, fins i tot els grecs, quan es van posar a escriure, ja, de fet, es basaven en un fons comú, en unes idees comunes, i, per tant, tots acabem inscrits en un mateix camí. I abans d'explicar-vos com m'inscric, deixo un moment per traduir. Perdona, pots parlar més alt? Sí, ara Més alt. l'Òscar pujarà més al micro de l'Ester la pròxima vegada. Pots pujar-ho en general de l'Òscar. No, c'est facile avec les Alors, puisqu'on parle de chemin, je vais à présent évoquer, vous allez voir, je vais évoquer quelques idées qui, un peu comme des morceaux de puzzle, qui à première vue n'ont rien à voir ensemble, mais vous verrez, il y a une relation à la fin. Donc, puisqu'on parle de chemin, de route, de s'inscrire à l'intérieur d'une route, je vais prendre une autre image. Je vais prendre l'image de la route sur laquelle la machine qui va mettre le goudron avance. Vous voyez la grande machine qu'on appelle une goudronneuse, c'est la machine qui met le goudron sur une route qui, avant qu'il y ait du goudron, elle est un peu comme ça en terre. On a fabriqué on a fait une terre et puis ensuite on va mettre le goudron. Eh bien, la prochaine fois que vous verrez une goudronneuse en train de mettre le goudron sur une route, pensez aux fourmis. Pensez aux petites fourmis qu'il y a sur la route.
ces petites fourmis ne savent pas que la goudronneuse arrive. Et la goudronneuse, elle ne se préoccupe pas des fourmis. Elle va avancer et elle va tout recouvrir. Et là, dites-vous que vous êtes la fourmi. C'est vous la fourmi. Et cette goudronneuse, c'est l'histoire qui avance. L'histoire du monde qui avance. Et nos vies, chacun d'entre nous, nous sommes une petite fourmi sur une route avec une énorme goudronneuse qui avance. Ara faré unes quantes imatges per tal d'intentar-vos explicar com m'inscric en aquest camí del qual parlava. Per exemple, la primera imatge que m'agradaria explicar-vos és, imagineu-vos ara una carretera per asfaltar, una carretera que pot tenir terra, un camí que pot tenir terra semblant a aquest, i que hi ha una màquina asfaltadora que ha de venir i asfaltar aquest terra. Ara poseu-vos en la situació d'una formiga, que no sap què passarà i que vindran i que l'aixafaran. Llavors, intenteu-vos col·locar i imaginar que, de fet, aquesta formiga és com... que aquesta formiga és com la història que hi ha en aquesta màquina que passa. Nosaltres som una miqueta aquesta formiga. Alors, ce rapport entre l'intime, nos vies, nos petites vies personnelles, vous voyez, on passe notre temps à... Vous voyez, on est tous assis ensemble, on a chacun des préoccupations domestiques, un enfant malade, des parents malades, des problèmes avec le locataire, le propriétaire, on a tous des tout petits problèmes et on vit, et ça c'est notre quotidien, on est beaucoup plus préoccupés dans nos vies tous les jours de ça, mais on est tous à l'intérieur d'un mouvement qui est le mouvement de l'histoire, le grand mouvement de l'histoire, les guerres, les mouvements écologiques par exemple aujourd'hui, les grandes épidémies, les grandes injustices du monde. Et ce rapport entre le petit, mais qui est pour nous grand, c'est nos vies, c'est pas rien, c'est nos vies. Ce petit-là, avec cette chose immense, la goudronneuse de l'histoire, eh bien, cette question-là, quand on la met dans... Si je le ramène à la première phrase de Cervantes qui dit « Quelqu'un, quelque part, lui est arrivé quelque chose. » Et toute l'histoire, tout le roman qu'on va lire va être pour nous raconter ce quelque chose qui est arrivé. Quelqu'un, quelque part, c'est nous ça. Quelqu'un, quelque part, c'est nous. Lui est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas ce qui va se passer tout à l'heure en sortant du théâtre. Là, on est assis tranquillement, mais il suffit qu'un téléphone portable sonne et que la personne réponde pour que la catastrophe tombe, parce qu'on lui dit « Viens tout de suite à l'hôpital, viens tout de suite ». On est tous assis sur une mine qui s'appelle l'inattendu. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. Alors quand on met les deux choses en relation, et qu'on est un auteur qui essaye d'écrire ça, d'écrire ce quelque chose pour un spectateur, à ce moment-là, on se retrouve nécessairement dans une relation d'appartenance aux auteurs d'avant. Puisque chacun de ces auteurs a essayé de raconter ça, chacun à sa manière. Et de là naît ce sentiment de se battre tous contre le même monstre, qui est cette brutalité du monde, de l'histoire, qui écrase tout, qui ne se préoccupe pas des fourmis. Le jour où on verra une goudronneuse s'arrêter, le mécanicien descendre pour enlever l'escargot, l'amener de l'autre côté, remonter, le monde va changer. De fet, nosaltres a la nostra vida cada dia tenim cadascú les seves preocupacions. Tenim un fill malalt, pares que tenen problemes de lloguer, i això és la nostra vida de cada dia. Però al moment també estem avasallats i vivim en un moment concret de la història. Hi ha guerres, hi ha problemes ecològics, hi ha epidèmies, hi ha injustícies, moltes injustícies. I aquesta relació entre això petit i després aquesta gran història, aquesta contraposició entre que nosaltres som tan petits i que hi ha aquesta asfaltadora de la història que ens vindrà a aixafar, ens recorda de nou aquesta frase que deia Cervantes: en algun lloc
una persona li passa alguna cosa. I què li passarà? Això no podem... És una cosa que no sabem què li pot passar. I de fet, qualsevol petita cosa ens ho pot canviar tot. Si ara hi ha un telèfon mòbil que sona aquí a la sala i que et comuniquen que tens algun parent a l'hospital, tot això canviarà. No sabem, sempre hi ha algun esdeveniment, alguna cosa inesperada. I jo, quan em poso a escriure o quan intentem relacionar les diverses coses que ens passen nosaltres com a petits i després en aquest moment de la història, ens adonem que de fet pertanyem també i que recordem els mateixos temes que tots els autors que han passat. Per tant, moltes vegades ens trobem davant d'aquesta brutalitat del món, davant d'aquesta història, i el dia que potser una màquina d'aquestes asfaltadores s'aturarà i mirarà què passa amb aquest cargol que està aquí a terra o aquesta formiga que baixi, que la reculli, llavors serà una altra situació. Et évidemment, j'ai beaucoup lu. Et en lisant beaucoup, il se trouve que c'est en lisant que j'ai su à quoi j'avais envie d'appartenir. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'exil qui m'a donné envie d'écrire. Ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est la lecture. C'est le fait d'avoir lu. La preuve, tous ceux qui ont vécu la guerre et l'exil n'écrivent pas. Mais tous ceux qui ont beaucoup lu, à un moment donné, ont eu envie d'écrire. L'art appelle l'art. La guerre n'appelle rien du tout. L'art appelle l'art. Alors, j'ai lu, et puis à un moment donné, je lis des auteurs, je lis Kafka. Et puis, j'ai envie d'appartenir à ça, j'ai envie, exactement comme tu as dit, j'aurais voulu écrire ça. Le dernier roman que j'ai lu, qui a créé ça chez moi, et je suis très heureux de parler de ce roman ici, vous allez comprendre pourquoi, c'est un roman qui m'a absolument bouleversé, précisément pour ce rapport entre la petite histoire et la grande histoire, c'est Place du Diamant de Mercè Rodoreda. Ça m'a bouleversé. Ça m'a vraiment bouleversé. C'est que ce personnage, cette Colometta, cette personne qui ne comprend rien à la guerre qui débarque, mais qui voit tout à travers son petit prisme, sa vie, et ce personnage qui probablement n'a jamais lu un livre de sa vie, et qui porte à travers sa petite vie tout le destin de tout un monde, de tout un peuple, de toute une époque, ça m'a vraiment bouleversé. Moi, tout de suite après la rencontre, je prends un taxi, je vais aller Place du Diamant, parce que j'ai vraiment... Pour vous dire, c'est que ce roman-là m'a donné envie d'écrire. Je me suis dit, c'est exactement ça. C'est exactement ce à quoi j'ai envie d'appartenir. Plus ça que Thomas Bernhard, par exemple. Pour moi, Mercè Rodoreda est plus dans ma vie en moi, fait plus partie de mon panthéon que Thomas Bernhard, qui pour moi est plus conceptuel. Il y a une pièce qui s'appelle la place des héros. Oui, la place des héros. Oui. Je veux dire, la réponse à la Perle 29, là, les officiers ont des officiers. Jusqu'au bout de la place de Diamant. Oui, d'accord. He llegit molta literatura i de fet jo crec que llegir és el que realment m'ha donat ganes d'escriure. M'agrada molt llegir i hi ha molta gent que diu doncs, si has viscut coses fortes, si has viscut una guerra, tindràs ganes d'escriure per explicar-ho. Però jo crec que en realitat és llegir el que m'ha donat ganes d'escriure, perquè l'art, en certa manera, crida l'art. Vaig llegir, per exemple, Kafka. Quan vaig llegir Kafka vaig pensar que tenia ganes d'escriure, que em donava ganes d'escriure. En d'aquesta manera que tu, Oriol, has dit que quan llegies coses et donaven, quan llegies obres també tenies ganes d'escriure. I de fet, un llibre recentment que m'ha fet entrar aquestes ganes d'escriure és que parla d'aquesta relació entre el petit món i la gran història, és La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. Perquè quan veig aquesta Colometa, que potser ni tan sols ha llegit un llibre, que no entén el que passa, que mira la veritat des d'aquest
tisme seu des d'aquesta petita vida de cada dia i que en el fons porta tot el destí d'una època, em va donar aquestes ganes d'escriure i em va commoure profundament. I de fet, quan surti d'aquí, en taxi m'aniré a veure exactament què és aquesta plaça del Diamant. Això és el que vull fer, vaig pensar quan vaig llegir la plaça del Diamant de Mercedes Rodoreda. I molt més que altres obres o autors com Thomas Bernhard, per exemple, que és veritat que també té una plaça dels herois a la seva obra, però a mi és una cosa com la Mercè Rodoreda la que m'ha donat realment ganes d'escriure. També hi ha aquesta paraula de bouleversé, hi ha aquesta paraula, en el vostre teatre, en el teu teatre hi ha aquesta sensació de teatre absolutament necessari, és a dir, que allò que està escrit no hi ha coses supèrflues, és a dir, que realment lligues en el teu teatre les estrelles, el cor a les estrelles, incendis dèiem, però lligat a la vida molt concreta dels homes, a totes les obres, a cels, per exemple, aquells individus solitaris, problemàtics, lligats amb un món que estava a punt d'esclatar. I alhora tot això és molt necessari. Surt molt la paraula déchirer, estripar-se i bouleverser. I això és apassionant, veure com aconsegueixes que tot sigui absolutament necessari. Quand j'étais enfant, je ne savais pas que... Enfin, plutôt, quand j'étais enfant, je croyais que tout ce que je pensais, tout le monde le pensait. Et ça a pris beaucoup de temps, jusqu'à 20 ans, avant de commencer à oser croire que peut-être que ce que je pensais, pas qu'il n'y avait que moi, mais que c'était original, que c'était particulier, que c'était... Par exemple, pendant très longtemps, je croyais que je ne pouvais pas comprendre que quelqu'un, un humain sur la Terre, ne voulait pas être un artiste. Je ne comprenais pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'on ne voulait pas être. C'est comme si on disait, voilà, tu peux soit le sublime, soit le moins sublime. Tout le monde prend le sublime. Et je m'étais dit que tout le monde veut être un artiste, mais tout le monde n'y arrive pas, alors on fait autre chose. C'est comme ça, enfant, que je m'expliquais le monde. Eh bien, dans le même ordre d'idées, quand j'ai commencé à faire du théâtre, jusqu'à ce que j'arrive en France, j'étais convaincu, et là encore je croyais que tout le monde pensait la même chose, j'étais convaincu que la chose la plus importante au théâtre était d'être bouleversé. Sortir complètement bouleversé. Et que je ne pouvais pas concevoir, que je me disais, tous ceux qui font du théâtre essayent de bouleverser le spectateur. On n'y arrive pas toujours, mais c'est ça le but. Et puis, quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte que bouleverser pouvait être vu comme un défaut par certains. C'est-à-dire qu'on me l'a reproché. On a commencé à me reprocher de faire un théâtre qui bouleverse, pas assez distancié. Et pour moi, ça a été un grand choc de penser, de comprendre que ça pouvait, que ce que je croyais être la chose la plus importante était pour certains la chose la plus dangereuse. Quan era un nen, quan era petit, vaig pensar durant molt de temps que tot el que jo creia, la resta de gent ho creia també, és a dir, que tothom pensava el mateix que jo. Per exemple, durant anys, i pràcticament fins als 20 anys, vaig pensar que tothom volia ser artista, que qualsevol persona volia ser artista i que hi havia gent que potser no arribava a ser artista o no en sabien i que per això
feien una altra cosa. És a dir, que tenia la sensació que tothom pensava de la mateixa manera. I en aquest mateix sentit, quan vaig començar a fer teatre, i de fet fins que vaig arribar a França, vaig pensar i pensava que el més important de tot era realment commoure la gent. Aquest bouleverser que dèiem, aquest commoure, que era el més important, que la gent havia de sentir, s'havia de sentir aquesta manera quan anava al teatre, i que tothom volia això. Que hi havia gent que feia teatre i que no ho aconseguia. Però després em vaig anar donant, i de fet m'han arribat a retreure en alguna situació, i és que no tothom vol realment aconseguir això, i a vegades m'han dit fins i tot que aquesta manera de commoure l'espectador pot ser fins i tot un defecte, la qual cosa a mi em va provocar realment un xoc, perquè la veritat és que jo sempre havia pensat que això, de fet, era el més important. Et là, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu vraiment comprendre pourquoi est-ce que certains directeurs de théâtre reprochaient à Incendie de créer une telle émotion collective, on va dire, une sorte de catharsis que vers la fin du spectacle, une majorité des spectateurs, tous ensemble, avaient la même émotion au même moment. Et très vite, je comprends que... Je n'ai pas voulu juger ça, je n'ai pas voulu dire c'est des imbéciles. Au contraire, je me suis dit, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Et j'ai voulu comprendre ce que c'était. Et évidemment, très vite, je fais face à des pensées qui sont les pensées du XXe siècle en Europe. Adorno qui dit on ne peut plus écrire de poèmes après Auschwitz. La déconstruction littéraire qui finit par se méfier de toute émotion de groupe parce que précisément Hitler, Staline, Mussolini, Franco, par la manière avec laquelle ils ont constitué, ont utilisé l'émotion comme outil de dictature, comme outil d'aveuglement, devenait pour l'Europe, en tout cas l'Europe du Nord, on va dire, en France, surtout en France, le plus grand danger. Et si vous voulez, c'est un peu comme si, vous savez, Platon parle des ombres de la caverne. Et jusqu'au XXe siècle, les auteurs se sont intéressés aux ombres de la caverne, ont écrit sur les ombres de la caverne, nos ombres. Mais après les camps de concentration et d'extermination, c'est comme si les auteurs se sont dit on n'a plus le droit de s'intéresser aux ombres, on ne peut plus s'intéresser qu'à la caverne. Ça donne quoi, concrètement? Vous m'arrêtez si je suis trop long. Imaginons Dostoïevski ici et Georges Perec ici. Je prends deux très grands auteurs, de part et d'autre de la Shoah. Dostoïevski, si on lui dit voilà, vous devez écrire un roman à partir de nous, eh bien Dostoïevski va écrire ce qui se passe à l'intérieur de chacun en ce moment. Finalement, on a tous tué nos pères, on a tous assassiné nos frères, on est tous amoureux les uns des autres. Perec, lui, va pas du tout toucher à ça. Perec, il va dire, la salle, elle mesure 25 mètres par 12 mètres. Il y avait 832 personnes assises. Sur les 832 personnes assises, il y en avait 744 qui avaient des tennis. Et il va faire une description détaillée de la caverne, mais il ne va pas toucher aux ombres. Et aujourd'hui, on est un peu héritier de cette déchirure. Et une des questions que l'on se pose, c'est comment
retrouver l'histoire? Comment retrouver les grandes histoires, les grandes fictions au théâtre? Comment retoucher à l'émotion? Et je vois bien que la nouvelle génération d'artistes, celle qui est plus jeune que la mienne, essaye de retrouver ces grands mouvements du récit. Mais ça a été pour moi très important de comprendre justement cette déchirure pour re-questionner la question d'émotion au théâtre. El que volia sobretot era entendre aquest tema de l'emoció. Per exemple, en el cas d'incendis, moltes vegades se'm deia que, o veia jo, que creava aquesta emoció, que creava quasi aquesta sensació de catarsi en un mateix moment, que tothom la sentia pràcticament aquella emoció tan forta en un moment concret. A principi vaig pensar, no puc dir que tots s'equivoquen, que tots són imbècils. Hem d'entendre per què la gent se sent commoguda en aquest moment. I de fet, com deia Adorno, semblava que ja no es podrien escriure més poemes després d'Auschwitz. I de fet, hi va haver-hi tot aquest moviment una mica de desconstrucció literària, perquè després de les grans dictadures del segle XX, Hitler, Mussolini, Stalin, hi havia, o fins i tot Franco, hi va haver-hi una mica una utilització excessiva de l'emoció, com una voluntat d'encegament, que va fer que en algunes parts d'Europa del Nord, i per exemple fins i tot en el cas de França, aquesta emoció es considerava com una mena de perill. De fet, si recordem, Plató parlava de les ombres que hi havia dins de la caverna, i de fet tenim la sensació que fins al segle XX es va estar escrivint sobretot sobre aquestes ombres, però després de totes aquestes catàstrofes del segle XX, hi ha hagut una sensació que només s'ha escrit més de la manera sobre les cavernes que sobre les mateixes ombres, sobre la cova. Per exemple, si agafem dos autors com Berek i Dostoievski i els poséssim aquí dins a la mateixa sala perquè escrivissin què és el que està passant aquí, podríem veure segurament que Dostoievski ens escriuria una història dient tots els amors que hem tingut, que tothom vol matar el seu pare, assassinar els seus germans, hi hauria una història amb moltes emocions. En canvi, agafaríem un autor com Berek i el que faria és ens faria una situació molt descriptiva, ens explica com és aquesta cova, que fa tants metres, 25 per 30 metres, quantes persones hi ha, com són aquestes persones, i ens faria una descripció d'aquesta cova i no entraria en les ombres. Per tant, de fet, som una mica hereus d'aquesta situació tan forta, tan trencadora que hem viscut, i de fet ens podem preguntar, i de fet és el que ara he vist que comencen a fer una mica els joves, què és el que podem fer per tornar-nos una mica a emocionar. I em sembla que en aquest sentit és important escriure per veure això, per veure què és el que ens pot tornar a emocionar. També pensava que en les obres, quan es logra explicar les dues, la caverna i les ombres, un sense saber-ho, en les teves obres, va entrant a dintre d'una història, inclús fent servir, utilitzant moltes trucos dramàtics, és a dir, una conversa telefònica que acaba sent a Serge, per exemple, una dona comença cantant i està cantant al seu cotxe la cançó, truquen per telèfon i és a dir, que fa servir moltes eines que plantegen la forma del teatre, i l'espectador, sense saber com, va entrant a dintre del món i no es planteja aquestes idees, s'hi troba. Hi ha crec que això és alguna cosa en el teu teatre que fa que estiguis a dintre al cap de 5 minuts i et mantinguis a dintre. No sé quina és la pregunta. Non mais c'est intéressant parce que une des questions
question, par exemple, quand on parle d'incendie ou de forêt, parfois on fait des associations, on dit oui, une relecture d'Édipe Roi, mais c'est pas vrai. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, pour une raison très simple. Oui, elle est simple. C'est que, contrairement aux tragédies grecques, les personnages que j'écris ne sont pas en charge d'un pays au complet. Ils ne sont pas rois, ils ne sont pas reines, ils ne doivent pas créer des lois. C'est pas Créon qui a édicté une loi qui dit on ne peut pas enterrer ce cadavre-là, mais on peut enterrer celui-là. Et puis, il n'est pas en charge. Créon est en charge du pays. Oedipe, il est en charge du pays. Tout Shakespeare, ou presque, c'est toujours des rois, des reines, des gens qui ont des responsabilités d'État. Moi, j'ai aucune pièce où j'ai j'ai écrit aucune pièce où j'ai un personnage qui est ministre ou président de la République. Aucun. À qui il arrive une tragédie. Et donc ça, c'est une nuance très très importante, c'est que les personnages que j'écris sont nous. Et donc nécessairement, ils ont des téléphones. Nécessairement, ils sont pris avec les outils que l'on utilise. Et puis, parce que si jamais vous avez... Alors, j'imagine certains d'entre vous ont déjà été à Paris. Si vous n'avez pas encore été à Paris, ceux qui iront à Paris, allez à la cathédrale Notre-Dame. Asseyez-vous devant la cathédrale Notre-Dame et remarquez qu'il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de marche. C'est la seule cathédrale qui est posée au ras du sol. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de marche. Il n'y a pas de marche. C'est très important. C'est la plupart des cathédrales, vous avez 3 marches, 4 marches. Eh bien, imaginez que vous êtes en chaise roulante maintenant. C'est génial. La cathédrale Notre-Dame n'a pas de marche, elle est au ras du sol. On ouvre la porte et on entre dans la cathédrale Notre-Dame comme on entre dans une boulangerie. On ouvre la porte, on rentre. Mais le rapport inversement proportionnel entre la facilité de rentrer et la difficulté symbolique de l'objet est insensé. Il est aussi facile de rentrer dans la cathédrale Notre-Dame qu'il est difficile de comprendre les symboles. Donc, on peut dire que la cathédrale Notre-Dame, il est facile d'y entrer, mais il est très difficile de pénétrer. Eh bien ça, pour moi, cette chose-là, c'est ça l'art populaire. L'art populaire, c'est facile d'entrer, c'est difficile de pénétrer. Don Quichotte, c'est facile d'entrer. Il n'y a pas un mot compliqué. Kafka, c'est très facile. Il n'y a pas un mot, on n'a pas besoin de prendre de dictionnaire. Tous les mots sont faciles. Mercé Rodoreda, tous les mots sont faciles. Mais vous fermez le livre et vous êtes devant un mystère. Eh bien, quand j'écris une pièce, par exemple Forêt, je me suis cassé la tête pour savoir par où je commence. Comment je commence. Comment je commence. Tu avais une idée avant qu'on parle. Oui. Mais oui, on va. Mais peut-être traduisez ça. Sí, de fet és molt interessant. Per exemple, quan estava escrivint, quan escrivia Incendi i Boscos, tenia la sensació de que semblava un text que era molt fàcil, i de fet quan entrem en tragèdies gregues veiem que la situació respecte a les meves obres és molt diferent. Els personatges de les tragèdies gregues són personatges que tenen responsabilitat en el món, és a dir, quan parlem de Creó, parlem d'Èdip, parlem dels grans reis de Shakespeare, doncs sempre la diferència respecte a les meves obres és que són personatges que tenen una responsabilitat davant del món. A les meves obres això no passa, és per tant molt diferent. Si aneu i ara parlarem una mica de l'art
popular, si aneu, i segurament alguns de vosaltres heu estat a París, veureu que la catedral de Notre Dame no té escales. No cal pujar unes escales per entrar dins de la catedral i de fet és l'única catedral que està posada a aquest nivell. Veiem que és molt fàcil entrar-hi, no? Per tant, si vas amb cadira de rodes pots entrar-hi fàcilment, però en canvi, s'hi entra com si fos una fleca, però en canvi aquesta facilitat d'entrar està contraposada amb la dificultat d'entendre tots els símbols que té aquesta catedral. De fet, és molt fàcil entrar, però és més difícil penetrar. I amb l'art popular passa una mica el mateix. Sembla que és fàcil entrar-hi, per exemple, agafem llibres de Kafka, Hernández Rodoreda, les paraules són fàcils, no necessitem cap diccionari, podem entrar-hi fàcilment. Però en canvi, jo quan tanco les pàgines del llibre, per mi, és una mica com un misteri. I de fet, amb Fauré, amb Boscos, el que em va passar va ser el mateix. Vaig dir, què faig, com ho faig per començar? I em vaig trobar en aquesta situació que no sabia ben bé com començar l'obra. Alors, quand j'ai commencé à Fauré, j'avais toute l'histoire en tête par ordre chronologique. C'est-à-dire que j'avais pas écrit un mot, mais j'avais l'histoire d'Odette en 1850, 1860, jusqu'à nous en 2003, 7, 6, merci. Donc, et oui, c'est ça, 2006. Je pouvais donc tout raconter dans l'ordre chronologique. Mais je savais que la pièce n'allait pas être par l'ordre chronologique. Elle devait être autrement. Or, Fauré était comme une maison avec 7 entrées principales. Et il fallait que je détermine parmi ces 7 entrées principales quelle allait être l'entrée principale de la pièce. Est-ce que c'est Luce? Est-ce que c'est Lou? Est-ce que c'est Aimé? Est-ce que c'est Odette? Est-ce que c'est Ludivine? Je pouvais rentrer. La pièce aurait pu commencer par Ludivine. La pièce aurait pu commencer par quoi je commence? Et quand je me suis mis à penser à la cathédrale Notre-Dame, je dis ok, la cathédrale Notre-Dame, elle est posée au ras du sol. Il ne faut pas qu'il y ait de marche. Quelle entrée va faire en sorte que pour le spectateur d'aujourd'hui, il n'y a pas de marche? Et quand je me suis dit, Aimé rassemble ses amis pour faire un repas et leur annoncer qu'elle est enceinte. Ça, je me suis dit, tout le monde connaît ça. Tout le monde a vécu ce moment où on est autour d'une table avec des amis pour fêter un moment heureux. Avec des blagues, tu vois, de la musique, un discours. Tout le monde connaît ça. Et je me suis dit, Fauré va commencer comme ça. Et c'est pour dire que pour moi, ces éléments terre à terre, au ras du sol, sont précisément la manière d'entrer dans ce qui finalement va être une cathédrale, avec des mystères, des obscurités. Mais si je devais commencer par les obscurités, j'aurais le sentiment d'écraser le spectateur, tout de suite. Quan vaig començar a escriure Boscos, tenia tota la història al cap, tenia molt clara, de manera cronològica, que és el que passaria entre aquest 1860 i 2006, i sabia el que volia explicar. Però també sabia que no volia explicar l'obra d'una manera cronològica. I per tant vaig pensar exactament en el mateix. En Boscos tenia moltes entrades, tenia 7 portes d'entrada diferents. I havia d'escollir quina és la que havia fet. Havia de començar amb Aimé, Odette, Ludivine. Podíem començar per Ludivine. Llavors vaig pensar en Notre-Dame, amb el mateix, i vaig pensar, havia d'intentar buscar una entrada fàcil, sense escales, directa. I llavors vaig pensar, ens ha passat a tots això que li passa a Aimé, reunir tots els seus amics perquè està embarassada, una mica de música, bromes. I dic això, en certa manera, perquè moltes vegades es tracta d'això, d'intentar buscar aquests elements fàcils que estan en terra, que són com les petites portes d'entrada que després ja ens poden desembocar i intentar veure tots els misteris que hi ha a dintre. Però no podem començar directament per les coses difícils, podem començar per aquestes coses fàcils que tots coneixem els espectadors d'avui en dia.
hi ha una cosa molt bonica a Forès, que és quan les obscuritats que es creen en el present es poden, i Cleré es poden fer, ara no sé parlar, pot arribar a la llum a través de les antiques coses del passat. Incendis passa el mateix, que la Jan ha de descobrir allò que passava a la seva, perquè la seva mare hagués quedat muda i sembla que siguin les veritats de Dic que han d'arribar. A vegades són coses dolentes, però a vegades són coses que arriben i que necessites saber. I a Forès es van apareixent coses que ajuden a entendre, que posen llum, com Douglas ho diu, no? Necessitarem posar llum sobre el present. Eh bien, c'est toute la question de ma génération, de notre génération. En fait, je crois que... je sais pas, tu es né en quelle année? 71. 71. On a 3 ans de différence, moi je suis né en 68. Je crois qu'on est une génération née de parents qui ne sont pas très regardants sur la question de la transmission. La génération qui nous a précédés, la génération qui a vécu les années libres, les années du Flower Power, les années de Woodstock, ceux qui ont fait 68 comme voilà, les manifestants de 68, ceux qui ont généré tout ça. C'est une génération qui ils sont moins regardants que nous sur non, mais je ne parle pas des individus, je parle d'une génération globale. Ils sont à Paris, les parents. J'avais été frappé par exemple par une conversation que j'ai eue avec un très très bon ami qui était professeur à l'université, qui a été professeur à l'université pendant 40 ans. Et après qu'il ait pris sa retraite, je lui ai demandé est-ce qu'il y a des étudiants qui t'ont marqué? Et il s'est comme ça gratté la joue, il m'a dit oui, un. Donc en 40 ans, il y a eu un étudiant qui m'a marqué. Et je lui ai dit ouais, ça c'est vraiment le portrait de la génération de nos parents. C'est-à-dire que c'est une génération, je pense, qui n'a pas, pour qui c'est pas très important de transmettre, de raconter. C'est d'aller vers l'avant, c'est de, bof, tout ça c'est un tout petit peu, c'est derrière soi. Il vaut mieux construire, il vaut mieux aller vers l'avant, il vaut mieux pas trop se charger. Je crois que j'ai l'impression que notre génération est beaucoup plus aux prises avec, elle est prise en sandwich entre une génération qui lui dit oublie et une génération, celle des petits frères, qui lui dit mais de quoi tu parles, il ne s'est rien passé. Au Liban, c'est comme ça en tout cas que je ressens énormément la chose. Mes parents me disent oublie la guerre, oublie la guerre. Et comme il n'y a pas eu de transmission, ceux qui sont nés après la guerre ne savent même pas qu'il y a eu une guerre. Donc ceux qui l'ont vécu enfant, ma génération, et on demande à nos parents mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent oublie, on ne veut pas raconter. Et quand on essaie de raconter ça aux enfants, ils disent mais de quoi tu parles? Alors il y a là justement ces ombres dont tu parles et qui constituent tout ce que j'ai pu écrire dans la contradiction, parce que peut-être que les parents ont raison, peut-être qu'il ne faut pas chercher à savoir. Oedipe s'est crevé les yeux, c'est dangereux de savoir. Mais en même temps, comment raconter, comment trouver sa place? Comme dit Lou dans Forêt, comment trouver ma place?
Alors toutes ces questions-là, ils sont sans réponse. Mais les questions sont importantes à être posées, doivent être posées. La meva generació crec que és una generació, i ara parlo a nivell de tota la generació, no d'individus concrets, que no, em sembla que no els agrada gaire parlar de la transmissió. Aquesta generació que va néixer, doncs, això, als 60, del qual els pares de la gent que van néixer això entre els 68 i els 70 són pares que van viure una mica els anys de Woodstock, del maig del 68, del Flower Power, i és una generació que de fet no els agrada gaire parlar de transmissió. Recordo que tinc un amic que treballava a la universitat, va treballar-hi 40 anys, i una vegada li vaig preguntar si hi havia algun estudiant que l'hagués marcat. I em va dir sí, n'hi ha hagut un en 40 anys. I em sembla que això reflecteix una mica com era la generació dels nostres pares, als quals no els interessava gaire el transmetre, sinó que intentaven anar cap endavant, mirar endavant, construir. En canvi, la nostra generació es troba una mica entre aquestes dues generacions. D'una banda ens trobem que els nostres pares ens diuen vida, no hi pensis, i una altra generació que simplement no saben què ha passat. Això em passa, per exemple, en el meu cas, perquè fa el Líban, els meus pares em diuen oblida la guerra, no hi pensis. I després parlo amb els germans petits, amb els més petits, i no saben res. I nosaltres ens trobem una mica aquí al mig, volem explicar què ha passat, i de fet m'interessa els petits i els nostres pares ens diuen que ho oblidem. I en la meva obra jo crec que hi ha una mica d'això, hi ha una mica aquesta part d'ombra que potser finalment ens pensem que potser finalment no cal saber tantes coses perquè ja sabem què va passar. El llibre es va treure els ulls per no veure el que havia fet. I llavors una mica hem de veure quin és el nostre lloc, una mica també el que es pregunta en la meva obra Boscos. Quan nosaltres vam fer Incendis, vam fer una petita traïció en l'autor. Vam fer que la Nawal Marwan i el Simon, la Nawal era la mateixa actriu que feia de Jeanne. I changé les lunettes et c'est vraiment un autre personnage. Però finalment era la mateixa actriu. I el personatge del Simon també feia el Wahab i el Nihat. Excusez-moi, j'ai oblidat parfois. De manera que els dos bessons que havien de descobrir interpretaven els monstres o persones bones que havien hagut abans. I quan vam anar al Líban vam conèixer una noia que es deia Manal, que ens va ensenyar el Líban, vam fer el recorregut de l'obra. Va venir aquí a veure l'obra i va dir que tenia la sensació que la seva mare, que no li volia explicar gaire res, d'alguna manera, sense explicar-li, tenia la sensació que sabia algunes coses. Que les coses s'acabaven transmetent d'alguna manera. I que li havia agradat la idea de que la mateixa actriu feia de Nawal i Jeanne, perquè anava descobrint allò que ella mateixa havia viscut d'alguna manera, però a través de la seva mare, aquesta sensació estranya. No sé si... Una altra fois, je ne sais pas quelle question. Il y a deux choses. Pour revenir sur cette question de la transmission, la transmission, ce que j'appelle cette absence de transmission de cette génération des parents, mettons en Europe, elle ne pose pas la même question que la non-transmission née de la guerre civile libanaise. Alors je vais les différencier parce que c'est important. Je crois qu'en Europe, le désir de ne pas trop tomber dans la transmission est directement lié à la notion de liberté. La génération de nos parents, ceux qui ont fait 68 en Europe, ce sont des gens, c'est une génération qui a beaucoup travaillé pour la liberté. A travaillé pour la liberté des mœurs, surtout. La liberté de sortir des conventions traditionnalistes, qu'elles soient dans la musique, qu'elles soient dans la littérature, qu'elles soient dans la vie. Mai 68 est né de l'interdiction qu'on avait opposée aux garçons d'aller dans le dortoir des filles. C'est né de ça, mai 68.
Donc il y a une vraie liberté. Et la liberté, elle s'accompagne, malheureusement, quand on ne fait pas attention, de l'idée que transmettre le passé peut devenir une prison, un carcan. Donc, c'est une génération qui n'a pas voulu emprisonner ses enfants par une tradition. Mais donc ne lui a pas trop transmis non plus. Donc ça, c'est une chose. Et j'explique ça parce que je ne veux pas que les gens pensent que je dis que la génération des parents n'a pas transmis parce qu'ils sont méchants ou égoïstes ou idiots. Pas du tout. Je pense que c'est surtout par nécessité de liberté. Transmettre, c'est aussi emprisonner. C'est lui dire, tu appartiens à ça, tu n'as pas le choix. Au Liban, la non-transmission, elle est liée à la honte. Elle est liée à la honte. C'est une guerre civile qui a créé surtout un peuple honteux. C'est une guerre civile qui a créé une génération de gens qui ne veulent pas parler de ce qui s'est passé parce que ça les a humiliés profondément. Ils sont honteux. Ils ont honte, un peu comme un enfant ne veut pas parler du divorce de ses parents, ou bien comme une femme ne veut pas dire qu'elle a été violée. Le peuple libanais ne veut pas parler de la guerre du Liban exactement par le même sentiment qu'une femme éprouve de la honte à sortir de l'endroit où elle se trouve, parce que le viol crée chez elle surtout une honte profonde. Donc c'est une non-transmission par l'écrasement, par l'humiliation, par la honte. Et les enfants, moi comme auteur, ce que j'ai à faire, c'est à parler pour ce peuple-là. C'est de raconter les histoires que mon peuple a honte de raconter. Et là, l'artiste, je crois, a un rôle très important à jouer, surtout quand les hommes politiques ne le prennent pas en charge, en refusant de poser des gestes symboliques entre eux, des gestes de réconciliation, des gestes de parole, de reconnaissance. Mais au Liban, il n'y a aucun homme politique qui reconnaît avoir assassiné. Il n'y a que les artistes qui peuvent le faire à ce moment-là. Alors, la femme que vous avez rencontrée et qui sent qu'elle porte en elle une chose, elle porte en elle le fil de la honte de sa mère. C'est ça qu'elle porte. Et quand dans l'incendie, la question c'est comment on coupe le fil, eh bien il faut raconter. Il faut raconter. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut raconter. Respecte a la transmissió, m'agradaria dir un parell de coses. En primer lloc, la situació de la generació dels vostres pares a Europa i al Líban no és exactament igual. La situació és molt diferent, en el cas de la guerra del Líban que d'Europa. Tinc la sensació que a Europa aquesta generació és una generació que realment va lluitar per la llibertat. És una generació que va treballar molt perquè s'alliberessin certs costums a nivell moral, a nivell de música, de tipus de vida, i va estar lluitant molt per això. La generació del maig del 68, recordem-ho, que tot va començar perquè es va negar l'accés dels nois als dormitoris de les noies, i per tant és una generació que va estar lluitant per la llibertat. De fet, aquesta llibertat va acompanyada una mica de la idea que en realitat si transmetíem el passat estàvem transmetent alhora aquest empresonament del passat. Aquest passat acabaria empresonar-nos i per tant en transmès poc. En canvi, en el cas del Líban, la situació és molt diferent. Aquesta generació no va transmetre per vergonya, sobretot. Era una generació que tenia vergonya del que havia passat. No volien parlar, i és la mateixa vergonya que pot sentir un nen quan no vol parlar del divorci dels seus pares o una noia quan la violava. És aquesta vergonya que feia que realment no volguessin transmetre, que no vulguin venir i esclafar-te. I de fet, jo em sento una mica amb l'obligació de parlar en nom del meu poble per
perquè aquest poble té una certa vergonya i l'artista crec que té aquest paper, el paper d'intentar fer el que els polítics no han fet. Al Líban els polítics no han parlat, no han dit obertament que han estat responsables d'assassinats. I en la meva obra una mica és això, és una dona que porta una certa vergonya, que necessita és parlar. És el personatge del Wahab, del Mus al Cor, que és un artista, que és un mestre, que és pintor, és l'artista de la família i que necessita trencar les pors, les vergonyes, les pors i matar la dona dels membres de fusta i els llops. És aquest personatge que queda molt ben explicat. Wahab, dans Un obus dans le cœur, on va dire que c'est... vous savez, quand on est adolescent, on ne sait pas qu'on est sensible quand on est sensible. On ne sait même pas que le concept de sensibilité existe. C'est-à-dire qu'on pense que ce que l'on ressent, c'est... comment dire? On ne sait pas qu'on est sensible. Parce qu'on ne sait pas que la sensibilité existe. Le concept même de sensibilité existe. Donc on est dans un double brouillard. On est dans un brouillard et on ne sait pas qu'on est dans le brouillard. On pense que... C'est comme moi, par exemple, quand jusqu'à l'âge de 6 ans, j'avais pas de lunettes, mais je voyais rien. Mais je pensais que c'était ça à voir. Donc je ne savais pas que j'étais dans le brouillard. Et quand on m'a mis des lunettes, ok, d'accord. Et là, l'adolescence, c'est ça. C'est pas savoir qu'on est dans le brouillard. Et penser que le brouillard, c'est ça la vie. Or, Wahab est un personnage qui va à un moment donné mettre des lunettes, on va dire. Il va dire, mais ce geste-là de mettre des lunettes, il demande un dépassement. Ça ne se fait pas comme ça. Ça demande un dépassement immense. Que l'individu doit faire lui-même. Personne ne peut le faire à sa place. Les adolescents, personne ne peut vivre leur adolescence à leur place. C'est à eux de la vivre et de la dépasser. Et ce dépassement-là, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Personne. Tout l'amour des parents, les parents ne servent à rien là-dedans. Ils ne servent à rien. Ils ne peuvent pas la vivre à leur place. Les parents ne peuvent pas non plus dire ça serait chouette qu'ils ne dépassent pas ça. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils restent dans l'enfance. C'est plus confortable pour les parents. Mais pour l'adolescent, c'est terrible. C'est terrible, c'est-à-dire qu'il ne deviendra jamais lui-même. Et ce dépassement-là, il nécessite parfois, de passer par une forme de destruction. Et c'est terrible pour tout le monde. Mais c'est un moment de dépassement. Et une fois dépassé, là, il y a un objet qui est posé sur la table. Et dans le cas de Wahab, dans Un obus dans le cœur, ce qui est posé sur la table, c'est un pinceau et de la peinture. Et il comprend qu'il est actif. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et là, le geste de la création apparaît. Et il peut le faire. Donc, dans un obus dans le cœur, c'est ce dépassement qui passe par la mort de la mère que j'ai voulu raconter. L'élément le plus important dans Un obus dans le cœur, c'est la peinture. C'est comment il arrive à la peinture. Sí, parlem una mica del personatge de Wahab. De fet, quan jo era adolescent no sabia que era sensible. De fet, jo crec que quan ets adolescent no saps que la sensibilitat com a tal existeix. Et trobes com enmig
d'una boira i penses que és normal i no entens exactament el que et passa. És una mica com jo, fins als 6 anys, que no hi veia bé, però pensava que era normal veure-hi d'aquella manera i no va ser fins que em vaig posar les ulleres que vaig sortir-ne i que vaig obrir els ulls i que vaig veure el que passava. I de fet els adolescents es troben una mica en la mateixa situació, en què són allà i es pensen que això és el seu món. I per tant han d'intentar passar, superar aquesta etapa. I Wahat el que necessita són unes ulleres per intentar passar, canviar, passar més enllà i superar aquest període. De fet, els adolescents han de fer això, han de viure aquesta adolescència, són ells els que l'han de viure. Els pares no poden viure per ells, no poden viure per ells, no poden viure en el seu lloc la seva adolescència, no poden tampoc negar que visquin aquesta adolescència, encara que aquesta adolescència a vegades pugui ser terrible i pugui portar una mica a una certa destrucció, perquè si els impedim això, es quedaran nens i un adolescent ja no serà ell. Per tant, aquesta superació és necessària. I en el cas de Wahat, justament el que calia era veure com podia superar aquesta situació, la situació de la mort de la seva mare, i de fet és amb aquest objecte que hi ha sobre la taula, amb aquest pinzell, amb aquesta pintura, que de fet és això, i a més el que m'interessa és això, veure com podia superar, com podia reaccionar. Se'ns està fent una mica tard perquè a les dues hauríem de deixar perquè, com vaig dir, té funció a la tarda i coses. No sabíem si obrir a Plaça de Diamant, és veritat? La veritat és que ens encantaria continuar la conversa hores i hores, em sembla, almenys a mi, i anar parlant de moltes coses, però també hem dit que si algú tenia ganes de preguntar alguna cosa o comentar alguna cosa a espectadors, crítics, traductors, editors, actors o directors de teatre, el senyor Szymanowski, si algú té alguna, si em sembla bé, ho és, si alguna brasa, mira, allà hi ha un braç obert. L'ara et donarà un info, parles fort. Me gustaría que nos explicara técnicamente, era dicho antes que tiene la historia en la cabeza antes de escribir. Sus historias tienen siempre una idea muy clara que te la entiendes al final. ¿Cómo estructura? Se hace un esquema de toda la obra, piensa primero los personajes y luego cómo introducirlos en una escaleta, en un esquema. ¿Cómo se organiza el trabajo para obras tan largas, tan complejas, tengan al final, destilen una idea central muy potente? Gracias. C'est un processus assez long, c'est-à-dire que entre le moment où apparaît la rencontre avec l'histoire et le moment où la pièce est présentée, il peut se passer au minimum 6 ans. C'est long. Donc, si je pars du début, la rencontre, j'ai le sentiment que c'est une rencontre qui vient de l'extérieur. C'est pas une idée que j'ai trouvée moi. Elle vient de l'extérieur. Ce que je veux dire par qu'elle vient de l'extérieur, c'est qu'elle est une apparition, un surgissement sous forme de situation très simple. Voilà. On découvre que voilà, une femme on découvre un os dans le cerveau d'une femme. Bon, voilà, on découvre un os dans le cerveau d'une femme. Mais ça apparaît de façon fantasmatique sous la forme d'une vision d'un humain. Je vois un humain en face de moi. Et cet humain, c'est l'histoire. C'est pas un personnage. Par exemple, ça, c'est Forêt. Eh bien, Forêt,
La vision que j'ai eue de Forêt est une femme d'une quarantaine d'années, qui a les cheveux bruns, qui a les yeux bleus, qui me dit que je croise dans la rue. C'est-à-dire que cette idée, je l'ai eue dans la rue. Mais de manière fantastique, j'ai rencontré une femme à qui j'ai dit bonjour. Elle m'a dit bonjour. Je m'appelle Forêt. Presque à la limite, je suis une amie d'Incendie. Et Incendie m'a parlé de vous, et j'ai voulu vous rencontrer. J'exagère. C'est ce que je me raconte, c'est les fantasmes que je me raconte. Et pendant quelques années, je vis avec Forêt. Je vis avec Forêt comme je vis une histoire d'amour. Dans la vie, quand vous rencontrez quelqu'un, pour la première fois, même si vous ressentez pour cette personne une grande émotion, au moment où vous la rencontrez, vous ne savez pas si ses parents sont vivants ou pas, vous ne savez pas où elle est née, vous ne savez pas quel âge elle a, vous ne savez pas où elle a étudié. Eh bien, quand vous rencontrez une histoire, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, c'est pas. Vous imaginez ce que ça serait terrible si la condition d'une rencontre, c'est de tout connaître de la personne. C'est impossible. C'est la même chose avec une histoire. S'il faut n'écrire que les histoires dont on connaît tout dès le début, ça serait épouvantable. Donc au début, il n'y a qu'une rencontre. Une rencontre, un coup de foudre. Avec une chose simple. Et là, du temps passe. Et le temps permet de connaître cette personne. Et là, Forêt parle de aimer, parle de plus, au fur et à mesure. Et là, dans un petit cahier, je prends des notes. J'apprends, je découvre qu'il y a un personnage qui perd toutes ses dents. Alors je me dis, j'y connais rien, je vais aller lire. Alors, je vais lire sur les dents, sur les prothèses, sur arracher les dents, sur les enfants sans dents. Et en lisant, j'ai plein d'idées que je note dans un cahier. Et de fil en aiguille, de jour en jour, l'histoire Forêt se déploie de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. La fin, elle est dans le brouillard, mais je sais que vers la fin, il peut se passer telle chose. Et puis, arrive le moment où je vais dire à Forêt, on va faire ensemble une chose qui s'appelle un spectacle. Donc je vais appeler des comédiens. On va s'asseoir autour d'une table et je vais leur parler de toi. Donc j'appelle un nombre de comédiens qui m'est imposé par mon producteur. Puisque je ne sais pas combien de personnages, combien de comédiens j'ai besoin. Je dis à mon producteur 12. Alors il fait un budget, il dit 12 c'est dur. 10. D'accord, 10. J'appelle 10 comédiens. Et là, on est assis autour d'une table. Et pendant 3 semaines, enfin, le premier jour, je leur parle de Forêt. Ça prend une journée. Je leur raconte tout ce que j'ai réfléchi pendant 4 ans. Et après, pendant 2-3 semaines, on discute. On parle des personnages. Ils me posent des questions. Ils me disent ce à quoi ça leur fait penser. Je prends des notes, j'écris. Je leur pose des questions. Comme comédien, qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez jamais fait? Qu'est-ce que vous ne voulez plus faire? Des questions comme ça. Et les comédiens, ils disent des fantasmes. J'ai envie de chanter, j'ai envie de faire de la boxe. Je prends note. Et tout ça devient une matière, de la matière. Après ces 4 semaines,
Là, je me retrouve seul, et là, la grande question, comment je fais pour que tout ça devienne des répliques? Et là, je commence à écrire. Au bout de 2 mois, on se retrouve dans la salle de répétition, et on commence à travailler sur ce que j'ai écrit. Peut-être un acte. Et en travaillant, en répétant, on construit le décor, on cherche le décor en même temps. Et au fur des répétitions, je continue à écrire le soir la suite et je change les choses. Et au bout de 4 mois, on a, par exemple, Forêt, on a 7 heures de spectacle. Évidemment, c'est trop long, mais c'est normal. Donc, il reste 2-3 semaines, 2 semaines, et là, je me mets à couper, à changer, à déplacer pour arriver à la première, avec une première version. On joue le spectacle. Et grâce aux spectateurs qui écoutent, on comprend beaucoup de choses. Et on continue à travailler pour trouver la forme finale du spectacle. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui sont là dès le début. Il y a des choses qui apparaissent en cours de recherche personnelle. Il y a des choses qui apparaissent avec les acteurs. Et il y a des choses qui apparaissent pendant les répétitions. Et il y a des choses qui apparaissent à la fin. C'est dit très vite. Mais ça vous donne une description un peu du processus d'écriture et de répétition. Es tracta d'un procés molt llarg, escriure una obra en el meu cas. Primer de tot, trobo la història de manera pràcticament fortuïta. A vegades poden passar 6 anys entre aquest moment que trobo la història i el moment de la representació. Moltes vegades pot ser que vagi pel carrer, passejos, m'apareix una història i m'apareix com una aparició, com una forma molt simple davant meu. Llavors, em pot aparèixer una idea com la idea d'això, una senyora que té un os al cervell. És com una mena de fantasma que m'apareix aquí davant i veig tota la història sencera davant meva. Per exemple, en el cas de Boscos, doncs vaig veure això, una dona de 40 anys, morena, amb els ulls blaus, i mira, és com si pràcticament digués, mira, soc una amiga d'incendis i em presento aquí davant teu. Llavors tinc aquesta història al davant. Llavors, és una mica com quan coneixes una persona. Coneixes una persona, la tens aquí davant, potser t'emociona, però no saps res d'ella, no saps quina edat té, qui són els seus pares, quins estudis té, què ha fet a la vida. I doncs una història és una mica exactament el mateix, la història que vull explicar. Llavors, el que cal és començar a escriure, però el que comença en aquest instant concret de l'enamorament. I llavors, a mesura que van passant els moments, vaig pensant en els diversos personatges, M, com era, algú li cauran les dents, llavors em poso a llegir sobre les dents, sobre les pròtesis, sobre els nens que els cauen les dents, i a poc vaig desenvolupant la història. Vaig avançant i, de fet, al final és com si estigués dins d'una boira una mica, l'intueixo, però no ho tinc gaire clar. Aquest, per exemple, és el que em va passar amb Boscos. Llavors, en aquest moment, dic, mira, ja està, ara, Boscos, anem a fer un espectacle. I ja passem, pròpiament, després d'aquest període de 4 anys, ja passem al moment aquell en què reuneixo els actors. Òbviament, reunir els actors, jo no sé quants actors calen, perquè no sé exactament tampoc quins personatges tindrà aquesta història. Quasi també com a mi imposat pel productor. El productor li dic, què tal et semblen 12 actors? No, 12 no, 10, no pot ser, perquè si no són masses. Doncs una mica negociable, que al final són 10, doncs ens trobem allà els 10 actors i jo mateix. I em passo un dia parlant, explicant la història. Tot el que he viscut, tot el que he apuntat, el que he anat escrivint en aquests 4 anys, totes les històries, tot el que sé sobre aquesta història. I al cap llavors, durant 2 o 3 setmanes, parlem amb els actors, parlo amb ells, els pregunto què fas, jo vaig escrivint tot el que es diu, el vaig apuntant.
una mica millor, tot. I llavors li pregunten a l'actor, i tu què vols fer, què no vols fer? Et surten idees increïbles, jo m'agradaria fer boxa, jo vull cantar. Llavors van apareixent totes aquestes coses. I després, al cap d'aquestes 3 o 4 setmanes, llavors m'assec altra vegada, un parell de mesos, i escric. Escric, treballo amb el text, em va una mica, llavors apareixent una mica, llavors ja vaig pensar una mica al decorat, llavors ens posem a treballar amb aquell text. Llavors comença a aparèixer una mica quin serà el decorat. Vaig escrivint, continuo escrivint de nit com continuarà la història. I al final apareix una història que potser, una obra que potser durarà 7 hores. 7 hores, vaja, és massa llarg. Llavors, del pas següent he de tallar. Llavors retallo l'obra fins que arribi a una llargada més o menys adequada i tindrem una primera versió d'aquesta obra. Llavors la representem davant dels espectadors. Els espectadors ens diuen què els sembla i anem treballant fins que trobem exactament la forma. Per tant, els elements de l'obra final n'hi ha que estan allà des del principi, n'hi ha que van apareixent, n'hi ha que són els actors els que els aporten, hi ha coses que van apareixent durant els assajos o coses que apareixen al final de tot. Això és una mica breument la descripció del procés. Moltes gràcies. Jo crec que haurem de parar aquí. Haurem de parar aquí, molt breu. Gràcies per haver vingut. Merci. Bienvenue chez nous. A la nostra, a la ciutat, a la ville, a Place de Diamant, mais aussi au théâtre grec et au théâtre de la bibliothèque chez nous, la Perla. Gràcies a tot l'equip de la Perla, des spectateurs aussi, mais l'équipe, les acteurs, production, communication, les techniciens, qui aiment beaucoup. Merci à Esther aussi. Je voudrais dire quelque chose de très important pour moi, c'est que il n'y a que, c'est très important pour moi d'avoir été ici avec Oriol aujourd'hui, ici dans ce théâtre-là, avec son équipe. C'est très important parce que dans la vie d'un auteur, oui, les pièces sont montées beaucoup à travers différents pays, mais c'est tout à fait unique lorsque un metteur en scène fait un voyage à travers ce que vous avez écrit, pas seulement à travers une, pas seulement 2, bien 3 pièces très importantes dans votre vie, et que ça a été pour lui et son équipe et pour les spectateurs une aventure qui a probablement, certainement, autant compté pour eux que ça a compté pour moi. Ça crée ce qu'on peut appeler des amis inconnus. Et c'est très rare, c'est rare, parce que les pièces ont déjà été montées, et souvent les metteurs en scène montent une fois la pièce. Mais dans ma vie, il n'y a que 2 metteurs en scène qui ont fait ce trajet-là avec moi, sans que je ne les connaisse bien. C'est la 2e fois, 3e fois qu'on se rencontre avec Oriol. Il y a Oriol et puis Hugo au Mexique. C'est étrange. J'ai une histoire avec cette culture catalano-espagnole, mexicaine, quelque chose de tout à fait particulière. Mais je tiens à vous dire, c'est pour ça que je suis moi aussi très touché d'être là, très touché. Parce que je crois qu'il connaît les pièces mieux que moi-même. Vraiment. Parce que le metteur en scène a une distance que l'auteur n'a pas. Mes acteurs sont venus voir les spectacles ici. Ils m'ont fait des retours extraordinaires. Ils m'ont dit que Forêt a été une mise en scène encore plus métaphysique que ce que nous avions fait. Et voilà, donc je voulais aussi te remercier, Oriol, pour tout ce que tu as fait, parce que c'est très important, entre artistes, d'avoir cette relation à la fois si distanciée et si intime. Voilà. Merci.
ser rebut aquí realment és impressionant i és molt emocionant per la vida d'un director que sap que les seves obres es fan a molts llocs, però venir aquí i tenir aquest moment de trobada amb un director que ha fet un viatge a través de les meves obres, no d'una ni de dues, sinó de tres, i per tant és molt emocionant veure aquí amb ell, el seu equip, que ha estat fent una feina fantàstica i veure que jo compto per ells i que ells realment compten molt per mi. És com una relació pràcticament com d'un amic desconegut i només hi ha, de fet, 2 directors amb els quals he tingut aquesta relació i que he tingut aquesta relació pràcticament sense conèixer-nos perquè és la tercera vegada que ens veiem i és l'Oriol Rogi i l'Hugo amb Exit. I no sé, tenim alguna mena de contactes amb això de la civilització catalana, espanyola, mexicana, però en tot cas la qüestió és que realment m'emociona molt i tinc la sensació que l'Oriol ja coneix la meva obra pràcticament millor que jo perquè com a director agafa una certa distància i jo he dit al meu equip que vingui a veure les seves obres i la veritat és que me n'han parlat molt bé, m'han dit que les escenografies de vegades han estat fins i tot més metafísiques que les meves, impressionants i moltes gràcies per posar-nos a la... Director de tus obras, que es Mario Gas, que hoy irá a ver tu función y luego lo presentaré. Y te encontrarás con otro catalán inteligente y extraordinario.